Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les 3 lois de Kepler. Capsule 1, je vais vous demander de tout connaître parfaitement. Quand vous faites des schémas, vous faites des schémas un tiers de page proprement avec les mêmes codes couleurs que j'utilise. Tout est à savoir, c'est très important. On commence par évoquer ensemble donc la première loi de Kepler. Donc on constate ici une ellipse. Et si on s'intéresse au Soleil, on pourra dire la chose suivante. Dans un référentiel héliocentrique, donc le centre du Soleil, chaque planète décrit une ellipse dont l'un des deux foyers est occupé par le Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, on a, donc déjà, quand on veut représenter ce schéma, on sera obligé de le faire. Vous faites ici, admettons, 5 cm vers la droite, 3 cm vers le haut, bien forcément, vous avez une ellipse du coup. Vous pouvez même faire que 2 cm vers le haut, ici 5 cm vers la droite, ça fait une belle ellipse au moins. Et donc une fois que vous l'avez fait, vous représentez à peu près symétriquement donc, les deux foyers, et la première loi de Kepler nous dit que le Soleil occupe l'un des deux foyers, donc ici j'ai utilisé le foyer F, j'aurais pu me mettre sur le foyer F'. Ça va avoir des conséquences parce que la planète, ici on voit bien qu'elle s'éloigne et puis elle se rapproche. Lorsque l'on se situe le plus éloigné, on appelle ça l'apogée. Cette distance, on la note ici RA. Et lorsque l'on se situe au plus près, on appelle ça le périgée, qu'on appelle aussi RP. Donc, à partir de là, on peut aussi évoquer une distance très importante ici, ça s'appelle le demi-grand axe de l'ellipse. Regardez bien, ça s'appelle le demi-grand axe de l'ellipse, tout est à savoir parfaitement. Vous trouverez aussi parfois pour le Soleil, au lieu d'apogée aphélie, et pour le Soleil toujours, vous pourrez aussi voir le terme de périhélie, mais de manière plus générale, on utilisera le terme apogée et périgée. Et on constate aussi que si on regarde un tout petit peu ce schéma, bien, si on prend deux fois le demi-grand axe, bien, on a alors 2A égale la distance RA plus la distance RP qui correspond à la distance du périgée, la distance de l'apogée. Voilà. On va parler maintenant de la deuxième loi de Kepler, donc toujours sur cette ellipse. Et il faut connaître parfaitement cette deuxième loi de Kepler. Le segment Soleil-planète décrit des aires égales pendant des durées égales. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je m'intéresse au segment Soleil-planète, donc je vais décrire ce segment, à l'instant T1 et à l'instant T2, l'instant T3 et l'instant T4, je vais représenter la planète qui parcourt dans ce sens le mouvement. On va pouvoir tracer donc le segment Soleil-planète, le segment Soleil-planète à l'instant T2, l'aire balayée par la planète entre ces deux instants T1 et T2, on l'appelle l'aire A1, et l'aire balayée par la planète entre l'instant T3 et T4, on l'appelle l'aire A2. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette deuxième loi de Kepler? Elle nous dit que si les durées sont les mêmes, T4 moins T2 égale T2 moins T1, donc les durées delta T sont les mêmes, alors on est sûr d'une chose, c'est que l'aire A1 est égale à l'aire A2. Et donc c'est ça que nous allons essayer de retenir. Donc première chose, si T4 moins T3 est égal à T2 moins T1, alors, et qu'on suppose que c'est une variation donc de temps et qu'on appelle delta t, alors on pourra dire que l'aire A1 est égal à l'aire A2. Ça, c'est ce que nous dit la deuxième loi de Kepler. Bien sûr, il y a des conséquences. Et la première conséquence que vous devez savoir, c'est que si je regarde ce schéma, et bien forcément, quand on se situe très proche du Soleil, et bien si on veut que l'aire soit strictement la même ici et ici, que quand on se situe éloigné du Soleil, et bien il faut évidemment que la distance parcourue par la planète soit plus grande que la distance parcourue par la planète entre T4 et T3. Donc la première conséquence qu'on peut voir, donc là vous prenez un stylo et vous repassez bien comme il faut la distance D1 et ici la distance D2 avec des codes couleurs. Donc on constate que la distance D1, si on veut que les deux aires soient égales, elle est nécessairement plus grande que la distance D2. Si on divise par la même durée, puisque entre ce temps-là et ce temps-là, il s'est écoulé le même temps, delta t. On peut donc dire que si on divise les deux par delta t, ben forcément ce terme-là sera plus grand que ce terme-là, qu'on appelle aussi une vitesse, qu'on appelle V1 ici, et admettons vitesse V2. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la vitesse ici est plus grande que la vitesse ici. Et ça, c'est ce qu'on peut réécrire sous la forme, si ici on parle du périgée, ici de l'apogée, eh bien c'est que la vitesse au périgée est toujours plus grande que la vitesse de l'apogée. Donc ça, c'est des choses qu'on va vous demander en exercice de redémontrer.
et bien forcément vous pourrez ici utiliser la deuxième loi de Kepler. Il nous reste une dernière loi à étudier. Avant de parler de la dernière loi, on va s'intéresser à un mouvement un peu particulier, c'est celui du mouvement circulaire uniforme. Donc regardons un petit peu. Si on s'intéresse à un mouvement circulaire uniforme, alors pas seulement mouvement circulaire, il faut que ce mouvement soit circulaire uniforme, vous rajouterez ici uniforme. Et bien si on s'intéresse aux deux instants T1, T2, ben, si le mouvement est circulaire uniforme, si les temps sont les mêmes, par évidemment construction, vous ne pouvez pas faire autrement. L'air ici A1 est strictement la même que l'air A2, donc on peut dire que l'air A1 égale l'air A1, donc ici. Et on peut donc en déduire que si T4 moins T3 égale T2 moins T1 égale delta T, alors l'air A1 est égal à l'air A1, ou l'air A2, j'aurais pu l'écrire ici, mais ça veut dire surtout que la conséquence est qu'un satellite en orbite circulaire uniforme possède obligatoirement un mouvement constant, une vitesse constante. Et donc ça, c'est très important de bien l'avoir en tête, c'est que forcément, cette distance-là est strictement la même que celle-là pour des temps égaux, donc la vitesse est constante. Donc, pour un mouvement circulaire, un satellite en orbite circulaire a obligatoirement un mouvement uniforme et la vitesse est constante. Donc ça, c'était la deuxième loi de Kepler, les conséquences de la deuxième loi de Kepler. Et maintenant, on va évoquer ensemble la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler nous dit la chose suivante, c'est que T carré sur A au cube, donc ça s'appelle la période au carré, divisé par le demi-grand axe au cube, est égal à une constante, et cette constante, c'est 4pi carré sur Gm astre. Donc 4pi carré, pas de souci, c'est une constante. G, c'est la constante universelle de gravitation qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international. Grand M, c'est la masse de l'astre, à ne pas confondre avec la masse du satellite, c'est la masse du corps le plus gros, et est égale à constante. Donc qu'est-ce qu'on peut rappeler? C'est que la période, c'est la période de révolution, et elle s'exprime en secondes. A, c'est le demi-grand axe, et il s'exprime en mètres. Attention, il y a des erreurs courantes de laisser ça en kilomètres, c'est faux. Attention, oui, c'est ce que j'ai dit. Et G, c'est la constante universelle de gravitation. Elle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous propose maintenant de revoir cette vidéo, apprendre tout parfaitement. À très bientôt.